La première définition qu'on va regarder ensemble est une définition un peu particulière. Elle est difficile au premier abord et il faut un peu de temps pour s'y faire. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout le chapitre tournera autour de cette seule définition. Si on fait la lecture ensemble, on se donne D un ensemble de réels, c'est-à-dire que D est un ensemble, c'est-à-dire une collection de nombres. Définir une fonction f sur cet ensemble D, c'est associer à chaque réel x de D un unique élément, qu'on va noter f de x. Je l'ai déjà dit, je le redis, la définition au premier abord n'est pas simple à comprendre. Le mieux dans ce cas, c'est de regarder ensemble un exemple, assez simple. On va multiplier tous les réels par 2. C'est-à-dire que dès qu'on se donne un réel x, on fait automatiquement, sans réfléchir, l'opération 2 fois x. Si je prends le réel x qui est égal à 1, j'obtiens 2 fois 1 qui est égal à 2. Pour 3, j'obtiens 2 fois 3 qui est égal à 6. Pour moins 7,2, on obtient 2 fois moins 7,2 qui est égal à moins 14,4. Etc. On va noter f de x égale 2x, quel que soit x appartenant à R, et on va appeler ça une fonction. Si on revient à la définition qui est au-dessus, à chaque fois qu'on s'est donné un réel x, on l'a transformé entre guillemets en 2 fois x. On a fait le double, on a multiplié par 2. Littéralement, définir une fonction, c'est faire ce genre de transformation. C'est, en se donnant un certain réel x, faire une opération sur ce x-là, et on note f de x, cette transformation. Ce que je dis là en fait est en partie faux. En tout cas, les choses ne seront pas aussi simples, mais elles le seront pour ce qu'on fera nous au lycée. On peut rencontrer une deuxième notation, mais qu'on utilisera assez peu, c'est la notation dite de Dirac, c'est la notation que je donne ici, f de point x, c'est-à-dire f la fonction qui a x, et la petite flèche veut dire associe. Donc on peut faire la lecture, f la fonction qui a x associe f de x, c'est-à-dire f va transformer x en f de x. La notation est plutôt parlante, la flèche est une flèche de transformation, elle transforme x en f de x, ou en tout cas elle rend compte de l'opération que fait la fonction f. Et on dira que f de x c'est l'expression algébrique de f. Avec l'exemple de la multiplication par 2, on peut donc noter par f cette transformation, et on écrirait f la fonction qui a x associe de x, ou, même si c'est un peu incorrect d'écrire ça, f de x égale 2x. Un dernier point, le x qui apparaît dans l'écriture f de x, ou f la fonction qui a x associe quelque chose, n'est pas une inconnue ici, on parle de variable. Avant de regarder les premiers exemples, on va donner un peu de vocabulaire. Lorsqu'on se donne deux réels x et y et qu'on fait l'écriture f de x égale y, on dit que x est la variable de la fonction f, ça on le savait déjà, mais on dit également que x est un antécédent de y par la fonction f. Il faut comprendre le mot ici antécédent comme celui qui vient avant. Et au contraire, on dit que y est l'image de x par la fonction f. L'image, c'est-à-dire la projection sous-entendue, c'est-à-dire ce qui arrive après, encore une fois avec des guillemets pour tous ces termes. En vulgarisant encore, on peut écrire f, la fonction qui a x associée f de x, avec x l'antécédent, donc ce qui arrive avant, la flèche de Dirac pour l'action, c'est-à-dire ce qui est avant va se transformer en, et f de x l'image, le résultat. Encore une fois, c'est un schéma pour vulgariser. Un premier exemple, pour illustrer la notion, on se donne f qui est défini sur R par f de x égale 2x moins 1, quel que soit x appartenant à R. Défini sur R, il faut le comprendre comme quel que soit x appartenant à R, f de x existe. On nous demande de calculer l'image de 3, puis l'image de moins 1, et enfin de déterminer les éventuels antécédents de 9 par la fonction f. Pour l'image de 3, on va remplacer entre guillemets tous les x dans l'expression de f de x par 3, et on obtient f de 3 égale 2 fois 3 moins 1. Imaginez qu'on remplace x par 3, mais littéralement c'est ce qu'on fait dans le calcul, et on obtient 6 moins 1, c'est-à-dire 5. Donc l'image de 3 par la fonction f, c'est 5. Même chose pour moins 1, pour calculer l'image de moins 1 par la fonction f, on va remplacer entre guillemets tous les x par moins 1, encore une fois c'est ce qu'on fait, et on fait l'opération 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2 moins 1, c'est-à-dire moins 3. Donc l'image de moins 1 par la fonction f est moins 3. Si on résume, pour calculer l'image d'un réel, on remplace, si j'ose dire, les x par ce réel dans l'expression algébrique de la fonction. Même si c'est pas très élégant de dire ça, littéralement c'est ce qu'on fait en termes de calcul.
Question suivante, qui est la dernière question, on nous demande de déterminer les éventuels antécédents de 9 par la fonction f. Ça revient un peu à raisonner à l'envers si on a en tête les définitions. Cette fois-ci, on connaît le résultat, 9, et on cherche un éventuel x tel que f de x égale 9 finalement. Si on réfléchit bien, cette fois-ci, on peut voir x comme une inconnue, c'est-à-dire on se demande s'il existe un x tel que f de x égale 9. Et on peut considérer donc cette égalité comme une équation et la résoudre. On obtient 2x moins 1 égale 9, qui est équivalent à 2x égale 10 en faisant plus 1 à gauche et à droite. Et enfin, en divisant à gauche et à droite par 2, on obtient x égale 5. Donc le seul antécédent de 9 par la fonction f, c'est 5. On pourrait penser jusque-là qu'il n'y a qu'une seule façon de présenter une fonction, mais en fait il y en a d'autres. Deuxième façon de présenter une fonction, c'est en écrivant la fonction dans un tableau. Il faut deux lignes, une ligne pour les antécédents et une deuxième ligne pour les images de chacun de ces antécédents. Dans le tableau qu'on donne, on peut lire que l'image de 2 par la fonction f c'est 3, c'est-à-dire f de 2 égale 3, que l'image de 5 par la fonction f c'est 1, donc f de 5 égale 1, mais aussi que l'antécédent de 6 par la fonction f c'est 3,1. Bon, deux choses. Si le tableau est complet, 6 n'a pas d'autre antécédent que 3,1 par la fonction f. Mais on ne le sait pas, peut-être qu'il y a d'autres colonnes et qu'il existe d'autres x, par exemple 7, et pour ce x-là, f de 7 égale 6, c'est-à-dire que 6 aurait deux antécédents. Et puis deuxième remarque, là ça fonctionne plutôt bien parce qu'il n'y a que 5 valeurs. Imaginez un tableau avec 150 valeurs, ce sera difficilement lisible, pire encore, que faire lorsqu'il y a une infinité de valeurs à mettre dans le tableau, on ne peut plus l'écrire. Quoi qu'il en soit, ce genre de tableau a donc la forme qui est indiquée ci-dessous. Si la fonction, on l'appelle g pour changer, est définie par un tableau, on doit avoir dans la première ligne les antécédents et dans la deuxième les images. Dernière façon de présenter une fonction, et c'est peut-être la plus importante, c'est la définition par la courbe d'une fonction. Cette définition peut encore faire peur a priori, en tout cas vu sa longueur, mais cette fois-ci vous allez voir que les applications graphiques permettent de voir directement de quoi il s'agit. La définition est la suivante, on se place dans un repère orthonormé, OIJ, c'est-à-dire que OIJ forme un triangle rectangle isocèle en haut, et on se donne une fonction f qui est définie sur R. Définie sur R, ça veut dire que dès que je me donne un réel x, je peux calculer f de x. On va considérer les points qui ont pour coordonnées x et f de x, c'est-à-dire pour abscisse les antécédents, si j'ose dire, et pour ordonner les images. Cette écriture est à rapprocher de ce qu'on a vu sur les équations cartésiennes de droite ensemble. On prend deux quantités numériques, si j'ose dire, qui appartiennent à une équation, si j'ose dire ici, parce que là l'équation on la voit pas vraiment pour le moment, et ensuite on insère ces deux choses dans les coordonnées d'un point, et on va faire bouger le point. Ce qu'on va appeler courbe représentative de la fonction f, qu'on va noter avec un C calligraphique et un F en indice. Alors le C calligraphique voulant dire la courbe, représentative sous-entendu, et le F en bas indiquant que c'est bien la courbe de la fonction f, parce qu'on peut avoir plusieurs courbes de plusieurs fonctions, c'est l'ensemble des points qui ont pour coordonnées x et f de x, quel que soit x appartenant à R. Et on peut adapter si l'ensemble de définition n'est pas R, évidemment. Comme je viens de le dire, la définition n'est pas très simple au départ, ou en tout cas à première lecture, et le mieux c'est de regarder sur une illustration. On a tracé un trait en violet qui est censé être la courbe d'une certaine fonction f. N'insistons pas sur ce terme pour le moment, on va le voir juste après. Sur cette courbe, on se donne un point M, qui a pour abscisse x et pour ordonnée f de x, et on repère sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées x et f de x respectivement. La courbe, c'est l'ensemble des points qui ont pour coordonnées x et f de x. Il faut imaginer, et on va le voir juste après, que le point M se promène, c'est comme si vous étiez en train de tenir un crayon à la main, le point M est en train de se promener le long de la courbe en violet, et dès que je me donne un point sur la courbe de cette fonction, automatiquement, son abscisse, si c'est x, son ordonnée, c'est f de x. Deux illustrations à deux vitesses différentes, ce sont deux fois les mêmes. À chaque fois, on va tracer la courbe d'une certaine fonction qu'on ne connaît pas, ici ça n'a pas d'intérêt, mais on va observer comment la courbe se réalise. X va prendre différentes valeurs, va se promener sur un certain intervalle, et on va associer à X, donc
f de x, l'image de x par la fonction f, et créer le point M qui a pour abscisse x et pour ordonnée f de x, comme la définition le réclame. Et en faisant ainsi, on trace la courbe de la fonction f. Première remarque, ici on a pris un pas, c'est-à-dire le x fait des petits sauts qui sont assez irréguliers et surtout des petits sauts qui sont beaucoup trop grands. Les points ne semblent pas reliés, en tout cas il y a une espèce de discontinuité qui apparaît de façon assez évidente et on va corriger ça dans un deuxième dessin. Dans ce deuxième dessin apparaît inévitablement la courbe de la fonction f ici. Je le redis, on ne connaît pas l'expression de la fonction f, mais vous pouvez voir littéralement que tout point sur la courbe de f est en fait, si j'ose dire, encore une fois c'est une vulgarisation, la trace d'un crayon qui serait passé pour tracer cette fameuse courbe. Encore une fois, les exemples vont permettre de mieux comprendre la situation. Des définitions qu'on a données des images et des antécédents, on peut en donner une caractérisation géométrique. On trace la courbe d'une fonction, ici encore une fois elle est quelconque, et on se fiche de savoir quelle est la fonction qui se cache derrière cette courbe, la courbe en violet, et on cherche à lire graphiquement l'image de 2 par cette fonction. Le protocole sera toujours le même graphiquement, on commencera toujours par tracer la droite qui passe par l'abscisse du réel dont on cherche l'image, et qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Cette droite, s'il y a une image, va rencontrer une et une seule fois, parce qu'il y a unicité de l'image, la courbe. On marque ce point et on va ensuite rejoindre l'axe des ordonnées en traçant la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par ce point que j'ai marqué en rouge ici. On marque ce point une dernière fois et le point qu'on vient d'obtenir, c'est l'image de 2 par la fonction f, et on a donc ici f de 2 égale 3, traduction, l'image de 2 par la fonction f, c'est 3. Il faut un peu visualiser les choses ainsi. Sur l'axe des abscisses, on trouve les antécédents, sur l'axe des ordonnées, les images, en vulgarisant encore une fois. Donc comme on est en train de chercher une image et qu'on connaît l'antécédent, on part de l'axe des abscisses, c'est-à-dire on part de ce qu'on connaît, et on essaie de rejoindre l'axe des ordonnées, c'est-à-dire on va chercher ce qu'on aimerait déterminer, c'est-à-dire l'image. Bon, ça donne donc une méthode pour faire le contraire. Pour lire graphiquement des antécédents, ici on va lire graphiquement les antécédents de 2 s'ils existent par la fonction f, dont on donne la courbe en violet ici, on va commencer par tracer la droite d'équation y égale 2, en termes cartésiens, mais oublions pour le moment, on va dire plus simplement la droite qui passe par l'ordonnée 2 et qui est parallèle à l'axe des abscisses, et on va chercher les éventuelles intersections avec la courbe de f. Je dis éventuelles parce qu'on ne sait pas s'il y a des antécédents ou non, mais ça on le verra en exercice de façon un peu plus claire. Après avoir tracé la droite, on marque ici les 3 intersections avec la courbe. Ces 3 intersections vont donner 3 antécédents, et pour les lire, on va redescendre sur l'axe des abscisses en traçant les droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées et qui passent par ces 3 croix rouges que j'ai marquées ici. On peut lire 3 antécédents, respectivement 0, 2 et 4, et on dira que les antécédents de 2 par la fonction f sont donc 0, 2 et 4. Notez que un réel peut avoir soit aucun antécédent, un antécédent, des antécédents, voire même une infinité d'antécédents par une fonction.